Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce numéro de l'émission Profondeur du droit consacré aujourd'hui au principe de la présomption d'innocence en droit congolais. L'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule « Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. » Qu'en est-il de ce principe, de sa matérialisation en droit congolais? Il sera question de cela aujourd'hui avec notre invité à Ottawa, au Canada. Nous recevons donc Maître Bahati Mujinja, héritier. Bonsoir. Bonsoir, madame. Nous sommes heureuses de vous recevoir dans le cadre de cette émission Profondeur du droit, qui sera donc consacrée aujourd'hui à la question de la présomption d'innocence en droit congolais. D'entrée de jeu, Maître Bahati, quel est le fondement? Vous êtes donc avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, assistant d'enseignement à l'université de Kinshasa. Vous êtes également doctorant en droit à l'Université d'Ottawa au Canada. Vous êtes chargé du projet au Club des Amis du droit. Alors, quel est le fondement du principe de la présomption d'innocence? Merci de la question, madame. Je voudrais commencer par la citation de Montesquieu dans son œuvre intitulée Esprit des lois, selon laquelle, quand l'innocence des citoyens n'est pas assurée, la liberté ne l'est pas non plus. Alors, quand on parle du fondement ou la raison d'être du principe de la présomption d'innocence, permettez-moi de vous dire que c'est un principe philosophique, un principe qui constitue le soubassement de l'organisation de la justice pénale et qui voudrait que la personne soit considérée comme n'ayant pas commis les crimes avant que le juge ne puisse décidé par un jugement définitif. Et du point de vue juridique, ce principe en droit congolais est consacré tant par les instruments juridiques internationaux auxquels la RDC a adhéré que par le texte fondamental, à savoir la Constitution du 18 février 2006 telle qu'est révisée à ce jour. Par rapport au droit international, mieux aux instruments juridiques internationaux qui sont d'application en droit congolais, nous avons l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Nous avons l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Nous avons l'article 7 en Afrique, c'est très important de le mentionner, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. Et enfin, nous avons la Constitution, la loi fondamentale qui consacre ces principes de la présomption d'innocence à son article 17 in fine. Voilà un peu le fondement du principe de la présomption d'innocence en droit congolais. Maître Bahati, le principe de la présomption d'innocence dans l'histoire de la justice publique, ça n'a pas toujours été le cas, du moins dans ses débuts. N'avait pas consacré le principe de la présomption d'innocence. Même dans le pays où vous êtes, le Canada, a consacré le principe de la présomption d'innocence il n'y a pas très longtemps. Avant, il y avait ces principes de la culpabilité quand même qui pesaient sur la personne poursuivie. On parlait plus du principe de la présomption de culpabilité. Il convient de dire, madame, que l'histoire de l'évolution du principe de la présomption d'innocence est intimement liée à celle de la justice à travers le monde, que ce soit en France, en Belgique, au Canada. On sait très bien qu'on est parti de l'absence de droits garantis aux personnes qui étaient accusées vers la reconnaissance de droits de personnes qui sont accusées. Et donc, la présomption d'innocence fait partie de cette notion qui a bouleversé l'évolution de l'organisation de la justice. Et bien évidemment, comme vous venez de le dire,
il n'y avait même pas respect de ces principes, ça n'existait pratiquement pas. Et la justice qui était rendue, c'était une justice qui était en déséquilibre entre le sujet, donc les personnes qui étaient poursuivies, et le roi. Comme vous le savez, ça a évolué avec le temps et puis on est passé d'un système qui était réservé au roi à un système public. Et en France notamment, c'est grâce à l'époque de la raison ou à l'époque qu'on a qualifié de siècle des Lumières que finalement on a considéré la nécessité de reconnaître à l'individu la présomption la présomption d'innocence. Donc il y a cette évolution jusqu'à ce qu'aujourd'hui on arrive à cette présomption d'innocence à travers l'organisation d'un procès qui soit équitable. Oui. Et en droit congolais, par exemple, comment se matérialise, hein, parce qu'on parle aujourd'hui du droit congolais, de ce principe dans le droit congolais, comment il se matérialise concrètement au cours d'un procès? On prend l'exemple de l'officier du ministère public, lorsqu'il délivre un mandat d'amener, à ce niveau-là, il parle déjà d'indices sérieux de culpabilité. C'est-à-dire qu'on dirait il y a le principe de la culpabilité qui pèse encore dans l'imaginaire collectif, même au niveau du droit, c'est que dit la loi. Oui, alors quand on parle de la présomption d'innocence, il y a deux implications majeures. La première implication, c'est la liberté qui doit être garantie à la personne qui est accusée d'une infraction. Et la deuxième implication, c'est on garantit à cette personne le droit de se défendre. Et donc, par rapport à la liberté individuelle, donc, on ne peut pas, en principe, porter atteinte au droit d'aller et de venir qui est garanti à toute personne. Bien évidemment, lorsque pour les besoins de l'administration de la justice, pour les besoins de la preuve, on peut arriver à priver à la liberté à la personne. Mais il faut tout de suite préciser que cela doit rester une exception parce que l'article 17 de la Constitution, complété par l'article 28 du Code de procédure pénale, reconnaissent que la liberté reste le principe et la détention en est l'exception. Et donc, mais dans le cas du mandat d'amener, hein, décerné par l'officier du ministère public. Et dans ce mandat-là, il estime qu'il y a déjà des indices sérieux de culpabilité qui sont reconnus, des indices graves de culpabilité. En cas d'indice grave de culpabilité, on peut délivrer un mandat d'amener. Donc, quand il est déjà estimé qu'il y a des indices graves de culpabilité, on est plus tendance à la présomption de culpabilité que d'innocence quand même, non? Bien évidemment, quand on reste dans la conceptualisation, on pourrait peut-être penser à cette présomption de culpabilité, mais en réalité, c'est toujours la présomption d'innocence. Comme je l'ai dit, la première implication, c'est qu'il faut garantir la liberté à la personne. Mais en même temps, lorsqu'on garantit la liberté à la personne, cela ne signifie pas que les autorités judiciaires ne peuvent pas limiter cette liberté uniquement pour les besoins de l'administration de la justice. Bien évidemment, les mandats d'arrêt d'amener, oui, les mandats d'amener plutôt lancés par les autorités du parquet, donc le ministère public, peut porter atteinte à cette liberté, mais c'est uniquement dans le strict respect des conditions qui sont fixées à l'article 27 du Code de procédure pénale. Et quand on dit indice sérieux de culpabilité, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres éléments qui doivent être pris en compte et le magistrat doit motiver pourquoi il a décidé de placer sous mandat d'arrêt une personne qui est présumée innocente. Donc, ça doit rester une mesure exceptionnelle parce que le principe, c'est toujours
la liberté. C'est vrai qu'il y a des abus, mais en réalité, si on doit rester dans le strict respect de loi, nous sommes ici en matière pénale, en matière de liberté, et donc il faut absolument tenir compte des droits et libertés garantis à tout citoyen. Et donc il faut vraiment, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a un contrôle qui est exercé, parce que la personne qui est sous un mandat d'arrêt provisoire peut contester l'ordonnance. Et sous d'autres cieux en France, notamment, il y a tout un juge qui doit décider, bien évidemment, de la détention, qui doit décider de la mise en liberté provisoire. Donc, il y a ces contrôles qui doivent toujours être organisés garder les principes, pour garder les principes et contrôler l'exception de ces principes qui peut, bien évidemment, porter préjudice à la personne présumée. Et quelle est la place de l'aveu au cours d'un procès? Une personne poursuivie qui avoue l'aveu par rapport, quelle est son incidence par rapport à la présomption d'innocence? Le fait d'avouer qu'une personne avoue que c'est lui qui a commis l'infraction, ça arrête la présomption d'innocence, l'aveu n'étant pas la reine de preuve, bien sûr. Bien évidemment, l'aveu, en matière pénale en général, la preuve, elle est libre. Cela signifie que on peut recourir à tout moyen de preuve. Mais il y a tout de suite une précision par rapport à l'aveu. L'aveu ne peut pas être utilisé normalement contre la personne qui l'a fait. Donc, si on est au niveau de l'instruction préjuridictionnelle, il y a ces principes qui voudraient que personne ne soit obligé de contribuer à sa propre incrimination. Pourquoi je l'ai dit? Parce que lorsque vous êtes poursuivi pour une infraction, c'est l'autorité qui vous poursuit qui doit établir effectivement que vous avez commis l'infraction. Et c'est ça l'autre implication, la présomption d'innocence. La charge de la preuve n'incombe pas à cette personne qui est accusée. Et vous voyez, au début, vous avez parlé de cette évolution vers la présomption de culpabilité vers la présomption d'innocence. Et donc, à cette époque, c'était genre, c'est à vous, l'accusé, d'apporter la preuve que vous n'avez pas commis l'infraction. Alors, avec ces changements, c'est donc le ministère public, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, qui doit par tous les moyens apporter les éléments de preuve. Et donc, même si moi, je m'avoue devant le ministère public avoir commis une infraction, normalement, le ministère public ne peut pas utiliser mon aveu contre moi. Il ne peut pas dire non, comme Bahati a avoué, donc je ne peux plus chercher d'autres moyens de preuve. Non. Donc, l'aveu est soumis en droit des procédures à un contrôle rigoureux, et il y a les principes, bien évidemment, au Canada et ailleurs, qui interdit l'auto-incrimination. Et qu'en est-il donc du mot inculpé dans la législation congolaise, où les législateurs, n'est-ce pas, consacrent, on dirait, en utilisant l'appellation inculpé, consacrent en fait l'idée de faute dans la personne poursuivie. On dirait que la personne poursuivie est déjà coupable, on le traite déjà de coupable, il y a déjà une présomption de culpabilité qui pèse sur la personne. Est-ce que, selon vous, vous pensez qu'il est important, en vertu donc de ce principe de la présomption d'innocence, de faire en sorte que cette appellation-là soit, qu'il y ait une révision, une modification, un changement d'appellation inculpée en droit congolais? Du point de vue sémantique, je dois avouer qu'il y a un problème, il y a un malaise. Vous savez que notre code de procédure pénale date de 1959, donc nous n'avions même pas encore accédé à la souveraineté internationale et nationale. Et donc, lorsqu'on garde de tels concepts dans notre code de procédure pénale, il y a lieu d'y voir quelques malaises. Sous d'autres cieux, vous voyez, en France, on parle de mise en examen, etc. L'expression in culpa, inculpé, en quelque sorte, c'est comme si ça contredisait les principes le principe de la présomption d'innocence. Donc, c'est le souhait de la plupart des doctrinaires, de la plupart des juristes, c'est de voir peut-être qu'on arrive à revisiter, à toiletter nos différents textes de loi. Il n'y a pas que le code de procédure pénale pour, au fait,
donner du sens aux mots, donner du sens aux différentes qualifications compte tenu de l'évolution de la société, de l'évolution du monde. Donc, pour moi, je dirais qu'il y a ces malaises par rapport à l'appellation inculpé. Mais cela ne doit pas amener en pratique, cela ne doit pas conduire à considérer que la personne est effectivement dans la faute. La personne doit toujours bénéficier de sa présomption d'innocence jusqu'à ce que le juge ait prononcé un jugement définitif de culpabilité. Alors, qu'en est-il de la présentation devant le média? On voit souvent devant le média, on présente de personnes qu'on a arrêtées quelque part, en flagrant délit, peut-être. On le présente déjà devant les médias comme étant de personnes qu'on a trouvées. Il y en a d'autres déjà qui les traitent déjà comme étant de coupables et tout ça. Mais cette présentation devant le média ne va-t-elle pas à l'encontre du principe de la présomption d'innocence garantie en droit congolais? Oui, c'est vrai, il y a cette pratique de présentation de l'auteur présumé de l'infraction aux médias. Je dois avouer que c'est une pratique qui va à l'encontre de ces principes de présomption d'innocence parce que la présomption d'innocence est basée sur il faut donc, par rapport à la présomption d'innocence, on oblige qu'il y ait des preuves et qu'il y ait l'administration de ces preuves pour arriver à une condamnation et que ce soit le juge qui puisse arriver à cette conclusion. Mais dans la pratique, bien évidemment, il y a ces problèmes. Les médias, on présente et vous voyez que les médias, vous êtes journaliste, vous avez quand même des obligations aussi professionnelles, des obligations légales, mais en même temps, vous avez vos droits, les droits d'informer, les droits de diffuser une information. Et il y a l'auteur présumé de l'infraction qui a le droit d'être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Et donc, il y a une sorte de conflit entre les deux droits, et donc le droit d'informer pour le journaliste, il y a le droit d'être informé pour le public, et il y a également le droit pour la personne d'être présumée innocente. Alors, qu'est-ce qui arrive en réalité? C'est que lorsque le journaliste est présent, lorsque les autorités judiciaires invitent les journalistes à présenter l'auteur présumé de l'infraction aux médias, je crois qu'il y a des problèmes très sérieux du respect de ces principes. Vous voyez les principes oui, parce que l'article 73 du Code pénal impose au pouvoir judiciaire, en fait, et au pouvoir exécutif d'ailleurs, et aux médias, de respecter en fait ces principes. Donc c'est bien stipulé dans la loi que les autorités doivent respecter ces principes, mais dans la pratique, on dirait c'est pas suivi, c'est pas suivi. On trouve ça vraiment normal que les gens soient présentés comme ça, sans respect de ce principe, en fait. Il s'agit des abus, madame. Le principe de la présomption d'innocence est protégé et toute atteinte à ces principes doit être sanctionnée. Et puisqu'il s'agit ici… Et comment la loi sanctionne-t-elle? Oui, j'en arrive. Puisqu'il s'agit ici de conflits de plusieurs droits, ici, il est très important de ne pas aller vite en besogne. Il faut identifier qui viole ces principes et qui ont l'obligation de respecter ces principes. Donc, par rapport aux autorités qui violent ces principes, il y a les autorités publiques, les autorités judiciaires, mais il y a également les journalistes qui pourraient également violer ces principes. Alors, donc, sur ce point-là du respect du principe, il y a vraiment de choses à faire, une sensibilisation à mener pour que cette présentation de la personne qu'on poursuit, qu'on a arrêtée, même en flagrance, quelle est l'incidence, maître Bati, de la flagrance, flagrant quand il y a flagrant délit et la présomption d'innocence? Quelle est l'incidence?
Alors, je crois que la question sur la violation du principe, la présomption d'innocence par la pratique, à travers la pratique, la présentation du délinquant aux médias, je crois que c'est très, très important qu'on s'y attarde. Je disais tantôt que on a des obligations de respecter, on a l'obligation plutôt de respecter Oui, oui, la présomption d'innocence. Et lorsque on porte atteinte à cette présomption, on doit engager sa responsabilité. C'est vrai, du point de vue de journaliste, par exemple, un journaliste qui se permet de filmer et de diffuser des informations sur un auteur présumé de l'infraction, sans pour autant préciser les contextes, sans pour autant avoir l'autorisation, il pourrait être passible notamment des délits de presse. Vous le savez mieux que moi. En droit congolais, le délit de presse, ça couvre plusieurs infractions. Il n'y a pas une seule infraction qualifiée de délit de presse. Et donc, le journaliste peut voir sa responsabilité engagée sur le plan professionnel, sur le plan civil, sur le plan pénal, mais nous avons également les autorités judiciaires, donc les officiers de police ouais. judiciaire qui se permettent d'inviter les journalistes. Ils violent le principe de Oui, la oui, présomption. on invite vraiment la presse à couvrir l'événement de personnes et tout ça qui sont... Et justement, je parlais pour évoluer, je parlais de la flagrance. Hein. Généralement, de personnes qu'on présente à la presse, ce sont de gens qu'on a trouvés en flagrant délit. Quelle est l'incidence de la flagrance? Est-ce parce qu'on a trouvé une personne en flagrant délit, cela veut dire absolument, on doit le considérer comme étant coupable? Quelle est l'incidence de la flagrance sur la présomption d'innocence, Maître Bati? La flagrance n'a aucune incidence sur la présomption d'innocence. Même si vous avez été attrapé en flagrant délit, du moment où le juge ne se sera pas encore prononcé pour reconnaître votre culpabilité par un jugement définitif, on vous considère toujours comme auteur présumé de l'infraction. Donc la flagrance n'enlève en rien sur la présomption d'innocence. C'est des abus. Les gens ne sont pas suffisamment informés. Les gens Oui. pensent qu'ils peuvent se permettre de tout faire, alors que C'est la vous raison savez, d'être d'ailleurs de ces genres d'émissions, donc pour passer l'information. et c'est pourquoi d'ailleurs il faut insister sur les sanctions en cas de violation de ces principes de présomption d'innocence. Même si il y a flagrance, si vous, la presse, vous permettez de faire passer quelqu'un et de faire chanter une personne, voler n'est pas bon, comme si la personne était déjà coupable du vol, écoutez, c'est une violation. Et en droit français, en droit belge, il y a quand même une évolution. Aujourd'hui, on parle au Congo de la réforme de la loi sur la presse. C'est aussi l'occasion de pouvoir insister, de pouvoir donner des possibilités aux personnes dont le principe de principe des présomptions d'innocence a été violé, de pouvoir aller devant le juge et demander réparation. Donc, c'est d'ailleurs une ligne d'importante implication lorsqu'il y a violation de ces principes. Donc, la personne peut aller devant la presse, disons devant le juge et demander réparation pour le préjudice. Et qu'en est-il donc de droits reconnus à la défense lors d'un procès en vertu de ces principes de la présomption d'innocence? Comment la loi, elle sanctionne la violation de ce principe par rapport aux droits de la défense dans un procès pénal? Oui, le droit de la défense, la Constitution le reconnaît, article 19, alinéa 3, et en procédure pénale, ces droits de la défense se cristallisent par deux choses. La première, c'est la charge de la preuve. Comme je l'avais dit, il appartient aux autorités qui poursuivent d'établir que Bahati ou que Madame Zaina a commis telle ou telle infraction. Et donc, la charge ne revient pas à la personne contre qui l'action publique est engagée. Et donc, d'ailleurs, on l'a dit, même en matière civile, donc il faut apporter la preuve. Sans preuve, vous ne pouvez pas. On dit actori incumbit probatio. Donc, il appartient à celui qui allègue les faits d'en apporter la preuve. La deuxième chose, c'est le doute qui doit profiter à l'accusé.
Et c'est très important. Lorsque les autorités qui poursuivent constatent qu'il y a un malaise, il y a un couac dans l'ensemble des éléments de preuve dont elles disposent, elles doivent absolument faire en sorte que le doute profite. Le juge doit acquitter. Acquitter l'accusé parce qu'il y a un doute. Parce qu'il vaut mieux, comme on l'a dit souvent, il vaut mieux d'acquitter un coupable que de condamner une personne innocente. Voilà, Maître Bahati, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous étions heureuses de vous recevoir dans le cadre de cette émission Profondeur du droit. Nous avons parlé aujourd'hui, Madame, Messieurs, de la présomption d'innocence en droit congolais. Nous vous disons au revoir et vous fixons rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Profondeur du droit sur votre chaîne B1 Télévision. Au revoir et à la prochaine.